Alors bonjour Michael Stora, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de la conversation. Michael Stora, vous êtes psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et vous menez entre autres une réflexion sur les rapports conscients ou inconscients que l'on a avec aux images interactives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur votre dernier livre, Les réseaux asociaux, découvrez le côté obscur des algorithmes, publié chez Larousse. Alors au départ, quel est le projet, l'objectif des grandes figures, de ceux que vous appelez les grands architectes, que vous comparez d'ailleurs à des pseudo-prophètes au discours pétri d'humanisme et qui nous promettent le bonheur, en tout cas ce qu'ils pensent être du bonheur. Alors quelle est leur définition du bonheur? Quel est ce projet? Oui, alors c'est vrai que bon, ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années que je réfléchis sur ces mondes numériques, d'autant plus parce qu'ils étaient empreints de peur. Et donc mon travail en tant que psychologue et psychanalyste, c'est d'essayer d'analyser les peurs. Et peut-être que finalement, comme vous le savez, j'ai toujours pensé que les écrans étaient aussi nos alliés, hein, puisqu'avant d'être psy, j'ai une formation de C'est vrai, de cinéaste, cinéaste, oui. et que donc je n'ai pas peur des images. Mais petit à petit, comme toujours, c'est la manière dont on va finalement imaginer ces images. Et petit à petit, avec les années qui passaient, et surtout avec l'avènement, je dirais, d'un grand réseau social qui regroupe quand même plusieurs milliards de personnes, Facebook, Facebook, oui. où petit à petit, j'ai commencé à me réinterroger sur la manière dont ils pouvaient finalement, tout en nous prenant un bonheur numérique, paradoxalement, engendrer finalement des personnes qui vont mal. Et voire même à un niveau au-delà de l'individu, dans les rapports entre les individus, créer des clivages, peut-être même à un niveau sociétal, voire politique, avoir une véritable influence sur le libre arbitre. Et c'est vrai que je me suis dit que ces personnes qui en général ont des discours incroyablement humanistes, finalement, derrière cette forme de double face, se cachaient aussi des personnes très inquiétantes. Alors, leur définition du bonheur, c'est laquelle? Ils voyaient ça comment? Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que oui, au fond, qui sont-ils? Et c'est vrai que la plupart donc des gens de ce qu'on appelle le GAFAM, comme vous le savez peut-être, viennent tous de Californie. En tout cas, déjà, ils sont américains, mais surtout de Californie. Alors, c'est une mentalité, c'est une philosophie qui est celle du so amazing, du so wow, Mhm. de quelque chose où on va bien, qu'en général, avec une forme de puritanisme assez protestant qui fait que tout ce qui serait négatif, on le balaye, que les relations sont souvent, d'une certaine manière, à l'image de ce qu'on appelle les grandes parties, c'est-à-dire où les gens d'ailleurs boivent énormément, il y a une forme de désinhibition, mais tout en gardant une forme d'image un peu parfaite. Ça, c'est un mouvement propre à la Californie. Après, à un niveau planétaire, on se rend compte que oui, il y a une tendance dans notre société qui est celle d'un narcissisme de plus en plus présent, avec des idéaux de réussite, de performance et de beauté, qui font que finalement l'être humain, petit à petit, est renvoyé au fait qu'il n'est jamais totalement à la hauteur de ces idéaux. Oui, et les travers, enfin, c'est la comparaison finalement à laquelle, enfin, qu'on s'impose finalement, et qu'on nous impose, parce que même si on ne s'impose pas, on est forcément obligé de regarder ces images, notamment sur Instagram, et de voir ce qui se passe chez l'autre, de se comparer, et ça peut ébranler la confiance en nous, l'estime de soi. Complètement. Alors c'est évident que vous avez raison, c'est que au fond, se comparer en soi n'est pas un problème. Je dirais que c'est un réflexe profondément humain qui peut entraîner de la jalousie, de l'envie, mais au-delà, j'ai toujours eu cette forme d'idéal étrange de penser que c'est en se comparant qu'on se rassemble. C'est-à-dire que finalement, on le voit à travers des gens issus de cultures différentes, c'est à force de se comparer, peut-être même avec certaines frictions, qu'à un moment, on pourrait découvrir des points communs Et s'enrichir de l'autre à ce et moment-là. s'enrichir Oui, de la de la différence. différence. Sauf Sauf que, que comme vous là, le savez, on- les derniers algorithmes de Facebook, pour des raisons, entre guillemets, de vouloir nous protéger des discours haineux, ont créé cette forme de bulle algorithmique qui fait que les gens qu'on va vous présenter, d'une certaine manière, ne pensent que comme vous.
Et que donc, petit à petit, on est épargné par la différence qui va créer une sorte de communautarisme qui était déjà là, mais qui va se renforcer en faisant de l'autre groupe ou de la pensée de l'autre quelque chose de dangereux. Alors, donc finalement, cette différence, on ne l'accepte plus. Notre singularité est compliquée aussi à assumer. Quelle est la différence entre, on va dire, les années 80-90, où on avait peut-être, en tant que jeune fille, je prends un exemple qui me vient là, au mannequin qu'on nous montrait, qui était quand même inaccessible, donc de l'ordre du fantasme. Et aujourd'hui, ce besoin de ressembler à tout prix et d'y parvenir grâce à des artifices comme les filtres, par exemple, d'Instagram. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les GAFAM sont dans cette manipulation qui ont fait qu'on a complètement modifié notre façon de réfléchir, d'appréhender les choses ? C'est allé à ce point en profondeur dans les modifications de notre mode de réflexion ? Oui, alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir notre évolution par rapport aux images, et entre autres l'image publicitaire. Vous le datez d'ailleurs, ça, dans votre livre. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, avant, il y avait un rapport très vertical. Le mannequin, le chanteur, la vedette étaient d'une certaine manière inaccessibles. Bien sûr. Et que même s'il pouvait être un repère identificatoire, on avait envie de ressembler, mais on ne faisait que se bercer d'illusions, mais tout en sachant que ça restait inaccessible. Alors, ce qui, chez certains, pouvait provoquer des fragilités. Moi qui suis parisien, pendant longtemps se balader dans le métro, et je pense qu'en tant que femme, jeune femme par exemple, n'être sans cesse confrontée qu'à des images de mannequins à la maigreur parfaite, c'est terriblement tyrannisant. Et puis, on s'est rendu compte avec l'avènement d'Internet, au-delà des GAFAM, c'est qu'Internet a provoqué une révolution complètement étonnante. C'est une sorte de démocratisation de la question de l'image qui faisait que de ce rapport vertical, on est passé à un rapport totalement horizontal. Et alors ça, beaucoup de gens l'ont évoqué, des sociologues, et de montrer qu'il y avait une forme de bienfait, puisqu'on le voit chez les jeunes générations, ils veulent donner du sens, ils ne sont plus autant soumis à une autorité qui parfois ils peuvent trouver injuste, les patients experts, etc. Et est arrivé Facebook et Instagram. Et alors, je vais rester sur Instagram, c'est qu'Instagram nous fait tomber dans un piège qui fait que, entre autres, l'influenceuse, si on garde... Oui, qui est en tête de gondole, vous dites. Ah oui, la tête de gondole, c'est-à-dire, mais l'influenceuse nous fait croire qu'elle est proche. Alors que d'une certaine manière, elle est elle-même une icône. Et le terme d'influenceuse est quand même terrible, parce que ça veut dire que finalement, l'adolescente, par exemple, qui est dans sa chambre, se dise qu'elle aimerait lui ressembler. Et ça marche d'autant plus parce qu'elle se filme dans sa chambre, parce qu'elle va parler parfois du fait que tout ne va pas bien, et étrangement, tout d'un coup, elle va faire un placement de produit. Et puis, elle va nous prôner des valeurs qui ne sont pas toujours atteignables, le luxe, la consommation. Complètement, bien sûr. Et qui fait que l'adolescente, qui peut-être n'est pas toujours très heureuse dans sa construction identitaire, et entre autres sur l'image de soi, va la regarder avec envie et en même temps penser qu'elle est proche. Donc cette sorte d'illusion de proximité est un piège dans lequel elle tombe. Et on le voit, puisque par exemple, il y a un chiffre, une réalité très concrète, c'est que maintenant celles qui font le plus appel, d'ailleurs ceux aussi qui font le plus appel à la médecine esthétique, ce sont les 18-35. C'est terrible. Ce qui a complètement évolué, puisque finalement, on ne veut plus forcément, je dirais, accepter. Et c'est vrai que ça repose la question de l'image comme un statut qui n'est pas simplement celui d'une apparence, mais peut-être une image avec un statut quasi existentiel. Alors pour ressembler finalement, le recours à cette chirurgie esthétique pour ressembler à la version modifiée, grâce, on le disait, à ces filtres, mais donc il y a un décalage entre le moi réel et le moi virtuel. Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse un peu à la psychologie de l'influenceur, on se rend compte, ou même ce que j'ai pu percevoir dans mes jeunes que je recevais pour des problématiques d'addiction aux jeux vidéo, c'est que le moi virtuel, donc l'avatar, ce qu'on appelle l'avatar, l'identité numérique, souvent prend une ampleur impressionnante. Et chez les influenceurs, on va le voir tout simplement par le fait que, et d'autant plus sur Instagram, c'est que
l'influenceur n'a pas de temps de pause, comme un acteur ou un chanteur qui, lui, monte sur scène, rentre dans un cadre qui est celui d'un tournage. L'influenceur est 24 heures sur 24, c'est vrai, ce que vous dites, tout à fait, c'est juste. d'une certaine manière, lui-même s'auto-met en scène. Et donc, ce mois virtuel, au-delà de l'ampleur qu'il va prendre en termes d'abonnés et de likes, qu'en est-il du mois réel? Et là où on se rend compte, c'est qu'il y a cette sorte d'élastique, de tension de plus en plus folle entre les deux, qui peut provoquer chez certains une sorte, ce que j'appellerais une forme de burn-out digital, parce qu'on ne peut pas tenir. Si l'apparence, finalement, va au détriment de la personne réelle, au bout d'un moment, ça pète, Bien tout sûr. simplement. Et c'est vrai que j'ai évoqué le fait que ça ressemble à une forme de pathologie que nous rencontrons chez nos patients, c'est ce qu'on appelle le faux self. C'est-à-dire qu'au fond, le faux self, c'est le fait que l'enfant, dans certaines familles, disons les choses, parfois où la bourgeoisie, les valeurs bourgeoises, c'est-à-dire correspondre à une image. Complètement, aux normes imposées. Oui. Et qui font que finalement, eh bien, la personne n'est pas réellement ce qu'elle est. Et quand on les reçoit à l'âge adulte, souvent, lorsqu'ils peuvent retrouver leur décalage réel, il y a une dépression. Oui. Et donc, on peut percevoir qu'à force de développer une sorte de faux self éternel, mais sans temps de pause, il n'y a pas de moment. Alors, quand on éteint la caméra, on pourrait croire que oui. Ben non, mais, en fait, oui. Comme on dit, cette sorte de tendance à la dimension instagrammable. Ils sont dans un jeu permanent, en fait. Un jeu permanent avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Et c'est très compliqué de jouer au chat à la souris avec soi. Et il y a un moment où, en effet, comment retrouver quelque chose d'un soi réel, authentique? Alors, autre danger, parce qu'il y en a, ils sont nombreux, hein, les travers et les dangers des réseaux sociaux. Il y en a un autre dont vous parlez aussi. On ne pourra pas tous les citer. Vous dites que les réseaux sociaux nous empêchent de penser, de débattre, de confronter des idées et en fait d'éviter tout ce qui fait un homme. Donc, destruction de la créativité, plus besoin d'exprimer sa pensée. Pourtant, j'ai l'impression qu'on s'exprime sur Facebook, qu'on débat. Quelles sont les limites? On débat de quelle manière? On s'exprime de quelle manière? Avec cette impression de le faire pourtant. Ouais. Alors, c'est là où il faut réfléchir aussi en termes de design même. C'est-à-dire que la manière dont on construit un site et la manière dont on va mettre en scène pour les personnes le dialogue. Et alors, c'est très étrange de voir qu'une discussion sur Facebook fait qu'en effet, les personnes, c'est pas un dialogue, d'ailleurs, c'est du commentaire. Donc, on va commenter. C'est vrai, tout à fait. Donc, on commente ce que dit la personne, et parfois, on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, il se passe une autre chose complètement délirante, c'est que la personne va commenter le commentaire de ce que dit la première personne. Et à un moment, se pose la question de est-ce que c'est un dialogue? Parce que finalement, on pourrait se dire que d'un point de vue linéaire, c'est les uns au-dessus des autres, sauf que lorsqu'on lit des dialogues très importants, on se rend compte que d'une certaine manière, on ne s'entend pas. On n'arrive pas véritablement à suivre le fil, je dirais, d'une discussion avec un début, un milieu et une fin. Et c'est vrai que l'ergonomie en elle-même ne favorise pas, évidemment, le dialogue. À partir de ce moment-là, c'est très compliqué, et d'autres l'ont évoqué en parlant, est-ce que la communication sur Internet existe réellement? Ça, c'était déjà des vieilles questions. Et personnellement, je n'étais pas totalement d'accord parce que on peut penser que deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent entamer un dialogue. On a vu des très belles histoires, une sorte à l'image je dirais, d'une relation épistolaire. Au fond, il y a peut-être des transferts amoureux, il y a peut-être quelque chose d'assez passionnel. Je pense que Emma Bovary aurait adoré Mythique, mais néanmoins, il est évident qu'il se passe quand même des dialogues. Mais non. Alors, non, il se passe des dialogues, mais j'ai l'impression alors, pour en revenir aux échanges qu'on peut avoir, alors que ce soit Messenger, Mythique, peu importe, on est dans le fantasme du message, on fantasme. Donc, est-ce qu'on est dans le réel là encore? Alors c'est très compliqué parce que c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que moi j'y ai vu des choses très intéressantes. C'est-à-dire que on a vu, mais Facebook est venu rompre avec ça parce que, comme vous le savez, sur Facebook, on est censé dire qui on est réellement. Oui. Donc on a des éléments. Après, certaines personnes ont des faux profils. Des faux profils, oui. Avant, pendant longtemps, avant Facebook, nous étions dans un grand bal masqué.
et on avait des masques. Mais je sais très bien que le masque que l'on porte est aussi très révélateur de ce qu'on n'ose pas être, exactement, de qui ce on qu'on n'ose pas dire. Et qu'il y avait comme ça cette forme de désinhibition, peut-être à l'abri de l'hypocrisie sociale qui d'habitude fait qu'on est poli, qu'on écoute l'autre, alors que parfois on a envie de lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Et on a vu que, de manière caricaturale, chez certaines personnes un peu inhibées ou timides, ils pouvaient s'autoriser enfin à pouvoir être cet homme ou cette femme qui est en colère. Oui, et en même temps, on a un peu la trouille aussi de dire ce qu'on pense, parce que on peut être très vite jugé. Là aussi, on ne rentre pas dans les normes. Quand il y a des débats pseudo-politiques, on se positionne et on s'en prend plein la figure. Donc, peut-être que le bal masqué continue d'une certaine manière, mais c'est vrai que ça désinhibe, et vous avez raison. Et il y a des gens qui sont derrière leurs écrans et qui se permettent des propos terribles. Des propos terribles. Alors c'est très intéressant parce que je m'étais renseigné un moment sur le premier procès qui avait accusé donc des personnes qui a eu des propos ouvertement racistes. Et je pensais que c'était des gens plutôt d'extrême droite. Pas du tout. C'était monsieur et madame tout le monde, mais il y avait cette dimension du fait que ce sont des personnes qui étaient souvent professionnellement dans le service. Et je m'imaginais cette personne qui est garçon de café dans un restaurant et qui, idéalement, a une posture qui est celle de servir l'autre, même si le garçon de café parisien n'est pas toujours... toujours très, très enclin à être dans la grande politesse. Mais néanmoins, qu'en est-il lorsque je rentre le soir et que finalement, à l'abri du regard, mais à l'abri peut-être de certaines instances que nous, en psychanalyse, on va appeler le surmoi ou l'idéal du moi. Il n'y a plus de surmoi, en fait. Il n'y a plus de surmoi. Et à ce moment-là, je dis des choses, parfois malheureusement haineuses, et ce qui ne va pas forcément avoir un effet suffisamment thérapeutique. J'ai pu repérer les effets autothérapeutiques sur des personnes souvent plutôt en lien avec la relation de séduction. De s'autoriser, j'évoque dans mon avant-dernier livre, une femme qui s'appelait Pétillante 94, qui justement s'autorisait à être un peu une femme délurée alors que dans sa vraie vie, elle n'y arrivait pas. Mais là où par contre c'est intéressant, c'est qu'en est-il de lorsqu'on reçoit soi-même, et c'est peut-être là où Facebook est intriguant, c'est que si vous retrouvez à dire des choses politiques avec un engagement ou autre, c'est vous qu'on attaque, c'est pas votre avatar. Bien sûr. Donc, voilà. Oui, il y a une confusion finalement. Il y a une confusion, et puis vous êtes une personnalité publique. Donc la problématique, c'est que justement, on a bien vu d'ailleurs que certains journalistes qui, même avec des pseudos, ont dit des choses incroyablement choquantes en pensant qu'ils avaient un pseudo, sauf qu'on a découvert que non. Donc cette forme de royaume de la transparence qu'a prôné Mark Zuckerberg. Voilà. Alors au début, vous vous êtes réjoui, vous, de cette transparence. Oui. Pour quelle raison? Oui, alors c'est vrai que voilà, moi je dirais que au fond, je suis né en France, mes parents ne sont pas nés en France, mais néanmoins, il y avait quand même, en découvrant petit à petit la France, une sorte de culture qui était celle du vivons bien, vivons cachés. Hein. Oui, c'est vrai, bien sûr, on l'a souvent entendu, ça. On l'a souvent entendu, et je pense que je trouvais ça, paradoxalement, source aussi de malheur, source d'incompréhension, source de non-capacité à pouvoir véritablement découvrir l'autre tel qu'il est. Et je dirais qu'à ce moment-là, je trouvais que, paradoxalement, certains anglo-saxons sont plus à l'aise avec le fait, parfois... alors ça dépend à quel endroit, mais de pouvoir montrer qui ils sont, même avec leurs failles. Avec Facebook, au début, je me suis dit, enfin, nous allons pouvoir dire qui l'on est. Et ça, c'est un mouvement que je trouvais tout à fait intéressant, comme d'ailleurs, au fond, comme toute forme de nouvelles choses, où on se dit, il y a des choses. Et petit à petit, j'ai commencé à y voir les dérives, et comme vous pouvez le remarquer maintenant, la plupart du temps, on est plutôt dans ce que j'appellerais non pas des fake news, mais du self-fake. C'est-à-dire que cette mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, d'autant plus sur Instagram, est suridéalisée. Ce n'est plus soi. C'est le cliché, finalement, qui va faire de nous quelqu'un très idéalisé. La photo que l'on prend sur la plage avec son enfant, c'est le moment où on est tellement heureux d'être ensemble, alors que juste avant, notre enfant pleurait sans arrêt, que c'était un enfer absolu,
qu'on s'est engueulé avec notre mari. Donc il y a toutes ces dimensions. Une espèce de mise en scène. C'est un espace totalement de... Alors pourquoi pas la mise en scène? Le problème, c'est cette mise en scène très idéalisée qui fait que ça renvoie en écho à une société où l'idéal l'emporte sur quelque chose qui est la réalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Et que nous devons accepter. Et là, c'est une autre chose, c'est le fait que notre société s'est terriblement gamifiée d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'enjeu d'être, de réussir, l'emporte sur quelque chose qui paradoxalement est essentiel, c'est notre capacité parfois à accepter de perdre, l'échec. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ce qui nous fait avancer... en tout cas, l'accepter. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Mais alors, quels sont les mécanismes, le processus des GAFAM, enfin des réseaux sociaux, pour finalement nous amener au risque d'une addiction? Parler des récompenses, des likes. Ça se passe comment? De quelle manière ils l'ont mis en place, ça? Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant, puisqu'on commence à voir à l'heure actuelle des coming out. Vous avez la fameuse Suzanne Haugen, qui, lanceuse d'alerte, a sorti le Facebook Files, puisqu'aujourd'hui elle était d'ailleurs interrogée par une commission sénatoriale. Et donc on voit bien que française, c'est que au fond, pour des raisons, disons les choses purement économiques, parce qu'il faut, c'est ce qu'on a appelé l'économie de l'attention, puisque justement on souhaite que la personne reste le plus longtemps. Donc comment faire pour que quelqu'un reste le plus longtemps? Alors vous avez aux États-Unis maintenant des cursus entiers sur ce qu'on appelle la captation de l'attention. C'est-à-dire trouver les méthodes pour pouvoir faire que la personne va rester. Et là, on va justement, avec cette bulle algorithmique, trouver la nourriture que la personne aime, qui sont des images. Donc on est dans une sorte de boulimie, disons les choses, digitales, avec une sorte de retrouvaille très étrange. Et j'ai fait un emprunt avec une des grandes découvertes d'un théoricien du développement du bébé, c'est ce qu'on appelle l'accordage affectif. C'est-à-dire qu'au fond, le bébé et la mère, de manière totalement inconsciente, la mère souvent va d'une certaine manière retraduire ce que le bébé souhaite avec un autre mode sensoriel, donc une sorte de variation sur le même thème. Quand vous scrollez votre fil, parce qu'ils ont repéré que vous aimez telle chose, on va vous faire une variation sur le même thème. Tout à fait. Et puis avec un temps de rupture, toujours, qui va permettre à l'enfant de rebondir. Et le temps de rupture, puisque ça a été évoqué, ce sont des images parfois un peu choquantes, un peu négatives, qui vont faire qu'on a besoin de retrouver une image pour me radoucir. Donc il y a quelque chose. Ça, c'est peut-être un des premiers éléments. Le deuxième élément que j'ai repéré avec les années, ce qui est normal, c'est qu'au fond, ces amis que vous avez sur Facebook, vous les retrouvez tous les jours. Il y a une dimension de familiarité qui fait que quand, au fond, peut-être parce que dans la vie, on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours où on va, tout n'est pas certain, eh bien, on va retrouver ces amis. Les amis Facebook, disons les choses, ce sont des gens souvent qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, bien sûr. C'est plus alors du coup, un réseau, on parle de réseau social, c'est un réseau, c'est pas des amis, oui. Enfin, c'est pas du tout des amis, et c'est vrai que même le terme d'amis en soi est quand même... Oui, et vous croyez qu'on a cette sensation d'être entouré alors que finalement on est seul ? Eh bien oui, vous avez raison, c'est-à-dire que cette dimension, comme le disait une psychanalyste américaine, seul ensemble, oui. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que lorsqu'on dégaine son portable, c'est peut-être une manière de combler un sentiment de solitude. Donc, il y a bien longtemps dans le monde, j'avais dit le téléphone est un doudou sans fil, mais je pense que Facebook est devenu un doudou. Alors d'ailleurs, vous le dites et vous l'expliquez très bien. Vous dites quelque chose qui moi, m'a interpellée. Vous faites le parallèle avec les grandes étapes du développement, notamment quand le bébé commence à pouvoir penser l'absence de la mère. Donc, ce qui est fondamental. Et vous dites la pensée naît lorsqu'il n'y a pas d'image. Et quand il y a une absence, la pensée permet, alors vous me direz si je ne me suis pas trompée, l'être humain enfin à développer la capacité d'être seul. Ouais. Donc, et ça, le fait de comprendre ce mécanisme, on comprend évidemment le processus et le mécanisme des réseaux sociaux. Mais
Avant, quand on n'avait pas envie d'être seul, avant on avait le téléphone. À l'époque, quand il n'y avait pas de portable, on avait un téléphone quand même chez nous à l'époque. Donc ça nous permettait d'appeler, de passer du temps. Finalement, est-ce que les choses se sont déplacées? Est-ce que c'est si grave que ça? Dans quelle mesure c'est plus grave? Alors, disons, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, vous faites la comparaison entre ouvrir son fil Facebook et appeler quelqu'un au téléphone. J'y vois quand même deux choses très différentes. Ça m'intéresse, bien Parce sûr. que, évidemment, quand j'ouvre mon fil Facebook, je ne fais que observer. Alors, je peux utiliser Messenger pour communiquer avec des personnes, mais finalement, on se rend bien compte que, par exemple, dans le téléphone, la discussion est plus intime. Complètement. Je parle au creux de l'oreille de l'autre. Oui, c'est vrai. Quelque chose où la voix même, il y a eu des études même qui ont montré que, étrangement, à une époque, on s'appelait de moins en moins. On communiquait de plus en plus par SMS, comme une sorte de pudeur à pouvoir se rappeler que la communication, elle est aussi verbale et qu'on ne maîtrise pas tout quand on communique au téléphone. C'est vrai que voilà, il y a quelque chose. Il y a plus d'authenticité, tout simplement. Bien sûr. Parfois, on est confronté au fait qu'on ne sait pas comment dire les choses. Tout ça n'est pas évident, mais c'est ça la vie. C'est le fait qu'on ne peut pas. Donc, il y a des gens, vous savez, qui réécrivent 20 fois un SMS. C'est vrai, bien sûr. Parce qu'ils se disent, il faut que je trouve le mot juste. Etc. Alors, ce qui a le problème, c'est qu'ils ne veulent pas forcément devenir écrivains, dont lui, c'est le métier, de trouver le mot juste. Oui, mais ça n'a rien à voir. Là aussi, peur de l'échec, peur d'être jugé, on n'est plus dans la spontanéité, on est dans le calcul. Complètement. Et donc, cette dimension-là fait que cet hyper-contrôle, malheureusement, est la problématique de l'image. Parce que finalement, l'image, quand je scrolle, me répond au doigt et à l'œil. Et cette image, en effet, comme à l'image de ce que vous avez fait comme référence sur le développement, c'est que oui, lorsqu'on dégaine son portable, peut-être que ça vient révéler que beaucoup de nos contemporains ont du mal à être seuls. C'est ce qu'on appelle la fameuse capacité à être seul, parce que ce n'est pas parce qu'on est seul derrière son écran qu'on se sent seul. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont amplifié cette peur d'être seul? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y avait déjà ça a toujours existé, une manière d'être, parce qu'on l'observe aussi dans le fait que nous sommes dans une société depuis 30 ans à peu près, où il y a une hyper-attention du bien-être de l'enfant. On ne supporte plus que les bébés pleurent, on ne supporte plus que le bébé s'ennuie. Et donc, ça va faire de l'enfant un fétiche. Et d'ailleurs, c'est étrange de remarquer que beaucoup de parents photographient leur enfant et les postent sur les réseaux sociaux. Et on voit à quel point l'enfant est devenu une fétiche, sauf qu'on voit aussi derrière sa fragilité. Même les personnes célèbres, d'ailleurs. Bien sûr. Dont on disait qu'ils étaient inaccessibles. Aujourd'hui, on sait, si on les suit sur Instagram, on sait qui ils reçoivent, quels sont leurs amis, ce qu'ils ont à manger, ce qu'ils vont manger, Tout à fait. De quelle manière ils vont dresser leur table. On est devenus des voyeurs aussi. Oui, alors c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une sorte de grand jeu de chat et la souris entre voyeurs et exhibitionnistes. Mais en soi, à la limite, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Moi, je dirais que je pense qu'il y a un exhibitionnisme sain. C'est-à-dire, le gros problème, l'idée, c'est qu'un créateur, par exemple un artiste, nous exhibe, nous expose ce qu'il crée. Le gros problème dans ce qu'on observe là, c'est que l'œuvre d'art, c'est soi. Alors, un enfant, il est tellement beau que oui, c'est une œuvre d'art pour ses parents, sauf qu'on se rend compte que même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on continue à être dans cette sorte de pureté narcissique du fait qu'on est soi-même une œuvre d'art. Et on le voit, par exemple, lorsque j'ai des amis qui postent parfois une nouvelle photo de profil sur Facebook, c'est assez étonnant de voir qu'est-ce que tu es belle, plein de cœurs. Et puis on l'attend, il faut être honnête, on l'attend, ces commentaires. On attend ce petit retour évidemment, affectif, cette audimat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va liker, ce n'est pas justement le fait que voilà, on présente une émission, donc on va vous féliciter sur la manière dont vous avez ou posé les questions ou répondu, mais on vous félicite tout simplement sur un physique. C'est très régressif. Complètement. Parce que finalement, c'est à partir d'un certain âge, on commence à valoriser nos enfants, pas simplement parce qu'ils sont beaux, mais sur le fait que pour la première fois, ils nous montrent un dessin. C'est pas toujours top, mais au moins on encourage. Bien sûr. Et il y a cette idée que ce qui est intéressant, c'est comment on valorise. Et le problème, c'est que la plupart des réseaux sociaux, connaissant quelques artistes, les artistes sont parfois condamnés à ne pas simplement montrer leurs œuvres sur Insta, mais à se montrer en train de faire leurs œuvres, voire même
se mettre en scène. Oui, et vous donnez un exemple d'ailleurs qui est assez frappant, c'est l'artiste qui n'est pas félicité et liké donc pour ses œuvres, mais qui va mettre son chat et qui va avoir un nombre de likes considérable. C'est vrai. C'est terrible. Ben, c'est consternant, oui. C'est consternant. Oui, c'est un ami très proche d'ailleurs, C'est vrai. complètement déprimé, parce qu'il a un chien qui est plutôt drôle, et il a plus de likes lorsqu'il montre une photo de son chien que lorsqu'il s'agit d'une de ses œuvres. Et donc, il a été jusqu'à faire une œuvre qui ressemblait à son chien. Ça n'a pas marché. Puis, il a mis son chien à côté d'une œuvre. Il a eu un peu plus de likes. Mais vous voyez à quel point on en est. Et comme vous le savez, peut-être que ce que l'on regarde le plus sur Internet, ce sont les jolies filles et les petits animaux, les chiots et les chats. Complètement, les chiots, les chats, j'ai jamais vu autant de chats. Non mais c'est vrai, c'est impressionnant cette publication, ces publications de chats, enfin surtout les chats. Hein. Les chatons. Alors les chiots, les chatons, et donc en effet, moi je me suis permis avec une forme d'un certain humour en pensant que ce sont les nouveaux antidépresseurs. Hein. Peut-être. C'est-à-dire que évidemment quand on regarde ça, bah, c'est tellement mignon. Ça apaise, on va dire. Oui. Ça peut apaiser parce que c'est mignon. Et je me souviens toujours, je ne sais pas si je le cite dans le livre, un ami qui est un militant politique très marqué à gauche et qui poste sur Facebook sans arrêt sa colère. Et puis un jour, il publie entre deux colères politiques un gros chien qui fait un câlin à un petit chaton. Je le revois le lendemain et je lui dis comment ça va. Il me dit non, ça va mal, ça va très mal. Je viens de me faire larguer par ma copine et je lui dis j'ai compris. Et donc je pense qu'en effet, dès qu'on poste un chaton ou un chiot, on est en train de trahir le fait qu'on est en train de déprimer. Donc en plus il y a des messages à décoder en fait. Alors il y a autre chose dont vous parlez qui est important, c'est la modification de notre rapport à l'espace-temps. À l'époque, vous donnez un exemple tout à fait simple et juste, c'est celui de la lettre qu'on attendait patiemment. Et là, vous parlez de ces 3 petits points quand on écrit un SMS qu'on attend avec impatience et quand on ne les voit pas apparaître, et donc quand le SMS ne répond pas immédiatement au nôtre, ça nous touche. Ouais. Ça peut éveiller de la colère, de la tristesse, enfin plein de choses. En tout cas, ça nous touche émotionnellement. Notre ego peut être touché. Et donc là, on se rend compte que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de pouvoir, de manipulation, et on n'est plus dans la spontanéité. Et ça aussi, c'est assez terrible. Oui, c'est vrai. Alors, par rapport à cet exemple, en effet, c'est vrai qu'on a observé ce qui est assez normal avec Internet, et la rapidité du haut débit, entre autres, c'est cette hyper-contraction de l'espace-temps. Et c'est vrai que c'est étrange de voir à quel point ça rentre dans un télescopage qui est celui du fait que finalement, à l'image à nouveau encore du bébé, c'est-à-dire lorsqu'un bébé pleure, souvent, il y a un laps de temps où la mère va venir pour lui donner le sein, ou le père, le biberon, peu importe. Et ce temps-là, à nouveau, est ce temps qui va me permettre à supporter le temps qui passe et la frustration. Alors, le problème, c'est comment est-ce que les GAFAM, les gens qui ont inventé tout ça, vont trouver des fonctionnalités, entre autres les 3 petits points, etc., pour favoriser justement cette attente et l'excitation de l'attente et la capacité ou non à supporter cette attente. Et donc, c'est vrai que c'est un piège. Alors, en même temps, vous voyez, on commence à voir fleurir, alors je ne me souviens plus du nom, un nouveau site de photos, qui est une sorte d'anti-Instagram. Ah d'accord, je ne connais pas, je crois pas. Alors, il faudrait que je retrouve le nom, mais dont la possibilité est de revenir vers un petit peu ce qu'on a tous vécu avec ces appareils jetables. Okay. On nous donnait quand on allait en colonie de vacances. Ah oui, c'est vrai. Et parfois, on faisait des photos, on ne savait pas ce que ça allait donner. C'est vrai. Et alors, ils veulent rejouer là-dessus, donc aussi bien au niveau du son, c'est-à-dire que vous donnez des photos liées à votre portable, mais qui ne doivent pas du tout être filtrées. Aucun filtre n'est autorisé. Et puis, on va mettre 24 heures avant de publier vos photos. Et certaines, peut-être, seront ratées. Et donc, vraiment, vous voyez, c'est marrant de voir comment le design en lui-même peut finalement rejouer quelque chose de notre capacité à faire que ce qui donne de la valeur souvent à quelque chose, c'est la patience. Et c'est le fait que quand ça arrive, c'est génial. Donc il y a un retour en arrière possible. Alors on observe en effet, c'est étrange, une forme de nostalgie même chez les jeunes générations.
qui est que ce qu'on voit chez les générations Z, Mhm. les gens qui ont moins de 20 ans en gros, Mhm. c'est qu'ils sont, ils sont tellement nés avec les réseaux sociaux, c'est que même parfois remettent en question. Et on voit d'ailleurs après le confinement le fait que c'était important. C'est plutôt une bonne nouvelle, Ah ça. oui, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On sait par exemple que tous les jeunes ne vont plus sur Facebook parce que c'est un réseau de vieux. De vieux, c'est ce qu'ils disent, ouais. Hein. Mais aussi, ils peuvent commencer à être critiques envers Instagram, même à certains moments TikTok, qui est quand même le réseau qui a quelque chose d'intéressant puisque c'est créatif. Ouais, alors je ne connais pas du tout ce réseau. Je vous conseille d'aller voir. Tout n'est pas bon, c'est toute la problématique de lorsque on démocratise la création, c'est que tout le monde n'est pas un très grand créateur, mais certains sont bons. Et c'est vrai que je pense que les outils qu'on nous donne, finalement, permettent ou non, et moi, aimant la création, je pense que, par exemple, Facebook ne nous donne aucun outil nous permettant d'être créatifs. Non, absolument pas. Bien sûr que, évidemment que non. Oui, oui. Et puis, oui, on ne fait que partager et comme vous dites, commenter. Donc, alors, comment on peut, s'il y a un retour en arrière possible, est-ce qu'il y a et tant mieux, bonne nouvelle, il y a un moyen aussi de résister à cette manière d'envisager le monde que nous impose le numérique finalement? Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que, vous savez, ça fait quelques années que maintenant je pense que, et d'ailleurs ce dernier livre est une forme de coup de gueule. Hein. J'ai toujours eu un... Oui, c'est une forme d'alerte, bien sûr. Oui, à ma manière, mais je dirais que je pense que c'est important de relayer et c'est vrai que je crois profondément que Mark Zuckerberg, comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Jeff Bezos, le disent à moitié. Il n'y a que Elon Musk qui l'a avoué, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Alors il ne s'agit surtout pas de penser que l'autisme est qu'il faut condamner, mais il y a quelque chose, c'est que connaissant bien ces personnalités-là, j'ai fait un DEA sur l'autisme, mais ce sont peut-être, je ne pense pas que ce soit des vrais autistes, c'est que ce sont des personnes qui, peut-être par défense face à de l'hyper-empathie, vont rationaliser le monde à coups d'algorithmes. Souvent, ils ont une pensée logico-mathématique de très haut niveau, comme une manière d'ordonner le monde. Leur arme fatale, c'est l'algorithme. Et comme vous le savez, l'algorithme, c'est 0 et 1. Donc c'est une sorte de pensée très binaire, mais qui ne va pas avec l'être humain. L'être humain est tout sauf binaire. Tout sauf binaire, oui. Il est justement ambivalent, irrationnel, etc. Le problème, c'est qu'on veut en faire quelqu'un qui nous permettrait de le mettre dans des formes de cases, et comme on le sait, avec un modèle économique qui est qu'on vend les données. Mais je pense qu'en effet, la personnalité même de ces personnes, peut-être prises dans le contexte de la Californie, sont venues engendrer une sorte de grand monstre qui finalement ne va pas du tout forcément avec ce que nous sommes, nous, en France, avec nos paradoxes, etc., et peut-être même dans d'autres pays dans le monde. Alors, c'est vrai que je me souviens plus trop de votre question initiale, je suis parti un peu loin. Non, mais c'est pas grave, ces digressions sont les bienvenues. Non, non, je disais comment on peut résister, en fait. Voilà, alors la question, c'est que je dirais que, vous savez qu'après le scandale de Cambridge Analytica, où on a découvert que Facebook vendait les données pour influencer une élection, Trump a quand même été élu, et certains font véritablement la relation de cause à effet, il y a eu un mouvement qui s'appelait Delete. Effacer Facebook, effacer Instagram. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, comme vous le savez peut-être, Mark Zuckerberg a bien senti le vent venir et il vient de se dire que son groupe ne s'appellera plus Facebook, mais Meta. Oui, c'est ce que vous m'expliquez tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça veut dire et là on est à une dimension supplémentaire, puisqu'avec le métaverse qu'il veut créer, donc une sorte d'univers en 3D où nous serions finalement enfermé dans Facebook, mais aussi dans la tête de Mark Zuckerberg. Il faut bien comprendre. Il est machiavélique ou... Alors, je pense qu'il est machiavélique parce qu'en fin de compte, avec les années et son succès, il commence à avoir un discours prophétique. Nous avons affaire à une forme de nouveau gourou, de la high-tech, très inquiétant, puisque, comme vous le savez, il veut notre bien. Moi, je me méfie toujours des gens qui veulent notre bien. Harry, un ami qui veut du bien, vous savez comment ça se termine. Donc, c'est très inquiétant, c'est qu'il cherche, sans s'en rendre compte lui-même peut-être, aussi pour des raisons économiques, à faire que voilà, on puisse finalement être
d'une certaine manière, ces prolongations. Vous pensez que ça a marché, ça? Facebook marche très bien. Non, ça oui. Mais ce dont vous venez de me parler... Le métaverse. Écoutez, ce qui se passe, c'est que je pense que malheureusement, oui, ça va très très bien marcher. C'est terrifiant, ça. Moi, ça me terrifie. Oui, mais il y a de quoi quand je vous entends en parler, alors déjà, votre livre, je trouve que c'est... Non, mais bienvenue à votre livre, parce que ça nous alerte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous nous alertez, vous nous éveillez, vous nous réveillez sur un tas de choses. Et pourtant, c'est compliqué de résister et, comme vous dites, de l'effacer. Donc, delete, on enlève l'application. Parce qu'on est rentré aussi dans un système de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité aussi sur Facebook. Ça nous permet d'être connus et reconnus pour ce qu'on fait. Et donc, peut-être que si on l'utilise intelligemment, ça peut servir à rencontrer les bonnes personnes. Donc, comment faire, en fait? Parce que ce système existe, il n'existait pas à l'époque, mais s'enlever de Facebook, c'est peut-être aussi... Moi, ça m'a permis, je le dis tout à fait honnêtement, d'appeler les éditeurs, de savoir qui ils sont. Donc, je les aurais peut-être pas contactés autrement. Alors, il y a Google, mais on rentre aussi dans le même système. On est connecté, on est sur Internet. Donc, on a envie de l'enlever, on connaît les dangers. En même temps, on se dit, mais zut, si je l'enlève... Alors, donc, on est quand même confronté à... Bien sûr, idéalement, le numérique doit servir le réel. Okay. Et je dirais que ça peut servir cette idée-là, c'est-à-dire à l'image de certains grands jeux vidéo où les gens se rencontrent dans ce qu'on appelle en IRL. IRL, c'est assez drôle, in real life. À ce moment-là, la rencontre est parfois décevante, pleine de désillusions, mais au moins elle nous confronte à l'autre. Le sentiment de présence et l'empathie n'existent qu'avec nos 5 sens. Et on l'a vu avec la dimension dramatique de tout ce rapport aux réunions Zoom et autres, à quel point à un moment était-on véritablement en lien avec l'autre. Le gros problème dans cette histoire, c'est que je pense qu'avant même qu'il y ait ces réseaux sociaux, même Internet, pour réussir, entre guillemets, pour rentrer en contact avec des éditeurs, il y avait d'autres manières. Mais évidemment, évidemment, bien sûr. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu ce paradoxe. 2 types de paradoxes. La première chose, la liberté d'expression, qui est un idéal, finalement, qui, au bout du compte, s'est transformé en folie. La liberté d'expression n'existe que parce qu'il y a un cadre. Sinon, ce n'est plus la liberté, c'est la psychose, c'est la folie. Complètement. Et donc ça, les gens commencent à se dire, oui, oulala, il faut qu'on fasse de la modération, il faut qu'on commence à dire que il y a une forme, à l'époque, on appelait ça la net étiquette, c'est-à-dire avoir... Donc ce que vous voulez dire, c'est que la parole s'est libérée sur les réseaux. Oui, mais de manière parfois qui n'avait plus rien à voir véritablement avec la liberté d'expression. C'est comme quand on dit, on peut rire de tout, ok, mais parfois il faut être drôle. Oui, bien sûr. C'est surtout ça. Je suis bien d'accord. Il faut avoir un talent. Et puis en effet, c'est ça la deuxième chose, c'est la démocratisation de la création. Et là, à nouveau, et à l'image de ce que je dis au début de mon livre, c'est-à-dire qu'on est passé de la télé-réalité à l'internet-réalité. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte d'internet-réalité fait que finalement, des personnes qui, disons les choses, n'ont pas de talent, et je me permets vraiment de le penser, vous avez raison, c'est vrai, n'ont pas de talent, mais n'existent que parce qu'ils correspondent à une forme de cliché, finalement vont tout simplement réussir parce qu'ils simplement ils sont une apparence. Et ça, je trouve que c'est profondément un appauvrissement. J'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une émission de radio, de parler avec Madame Laroche-Joubert, qui est la grande productrice de la télé-réalité. Oui. Et puis à un moment, elle me dit, oui, vous savez, grâce à nous, eh bien, les jeunes ont des nouveaux repères identificatoires où ils peuvent éprouver l'amour, la trahison, etc. Et là, je n'ai pas pu empêcher de lui dire, écoutez, mais c'est d'une tristesse sans nom ce que vous dites. Alors, je ne veux pas faire le vieux con, mais en fin de compte, vous avez des grandes œuvres de fiction, des romans, des films qui permettent à des adolescents d'éprouver la problématique de l'amour et de la trahison. Ce n'est pas en regardant les Marseillais que finalement, je vais pouvoir prendre conscience de ce que c'est la trahison ou l'amour ou je ne sais quoi, ou le mensonge, puisque très souvent, on est dans un univers très compétitif. D'abord, et puis oui, quand vous parlez d'appauvrissement, là, ça l'illustre parfaitement bien. Oui. Donc on a un rapport à l'image, vous le dites au début en introduction, quand vous parlez de la première de Loft, qui a été complètement dénaturée. Ça s'est fait comment, en fait Écoutez, c'est terrible parce qu'à l'époque, je faisais partie du collège iconique de l'INA,
plein d'intellectuels, et puis le Loft est arrivé, et puis il y avait d'ailleurs Jean-Jacques Benex, et puis alors il y avait cette sorte de double mouvement. Ouh là là, on va pas mépriser le Loft, parce que c'est quand même le peuple qui l'aime. Donc si je méprise le Loft, je méprise le peuple. Donc on était dans une sorte de schizophrénie, et tout en sachant que je venais du cinéma, et que pour moi, le cinéma, c'était de la fiction, et que la fiction se rapproche beaucoup plus du réel que la télé-réalité, Oui. de la vérité, des sentiments. Et puis il y a des chefs-d'œuvre dans le cinéma. Heureusement. Quand j'ai vu le Loft, j'ai regardé ça. D'abord, je me suis rendu compte, un peu comme un fil sur Instagram, on est comme prisonnier, comme hypnotisé par cette sorte de vide dans lequel on plonge un petit peu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait qu'on est fasciné, parce que derrière, il faut savoir, c'est notre voyeurisme. Nous avons tous en nous un voyeurisme, c'est-à-dire réduire l'autre à un cliché. Et finalement, mouvement déjà qu'il y avait avec Bas les masques et ça se discute, où quelque part, nous commencions à voir cette idée que ce qui faisait vendre de l'audimat, c'était de voir des gens ou en souffrance, ou se débattre, peut-être à l'image de ce que nous-mêmes vivions. Exactement. Alors là, il y avait peut-être une identification, mais parce qu'on était dans le réel, c'était des histoires vraies. Il n'y avait pas cette mise en scène de ces téléréalités. C'était encore différent, non? Oui, alors c'est très compliqué parce que finalement, oui. Alors je vous dis ça parce que j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Delarue. Ça se discute, et Delarue était un homme intelligent, mais parfois étrangement machiavélique. Et je me souviendrai toujours que une jeune femme, il a tout fait pour la faire pleurer, parce que, disons, c'est très beau. Bien sûr. Et petit à petit, et je sais que, bon, c'est un peu compliqué, mais je l'évoque dans mon tout premier livre, c'est qu'il m'avait dit, parce que je devais apprendre mes réponses par cœur. Et je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas comédien. Il me dit, écoutez, moi je m'adresse aux plus cons des Français, donc soyez cons. Vous imaginez, c'est sympathique pour les gens. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire de se dire que finalement, à l'image de ce que l'on fait, c'est que j'essaie d'être un peu intelligent quand même. Je n'ai pas appris du tout mes réponses. Néanmoins, voilà, je dirais que c'est ce qui me permet de pouvoir peut-être me perdre, mais au moins de montrer que la réponse, la vérité, n'est pas forcément ce que l'autre veut entendre. Et que nous, les psychologues, souvent, nous sommes convoqués dans un message, parfois les bons conseils du psy. On veut des réponses noires ou blanches, parce que parfois c'est gris. Bien sûr, même heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est évident que la question, c'est que finalement la télé-réalité nous a montré des personnalités qui étaient des clichés, puisqu'on l'a vu, le Loft français, espagnol, italien, était avec les mêmes clichés, complètement, bien sûr. Au début, ils ne jouaient pas un rôle, ils étaient réellement comme cela. On voulait surtout pas des personnes qui pensent. Donc si on pense, ça veut dire qu'on peut se rebeller. Et on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça ne va pas. On a vu des gens très fragiles narcissiquement. Vous avez vu pas mal de suicides. Et donc on retrouve cette même fragilité narcissique qui fait que pour se sentir exister, l'enjeu est de passer à l'image, d'exister dans l'image. Et ça, c'est vrai que je passe à la télé, donc j'existe, est un enjeu qui maintenant s'est démocratisé, mais parfois pour le pire. On est obligé de conclure. On est obligé d'achever. Par contre, cette émission, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Si on devait retenir qu'une chose de ce livre précisément, ce serait quoi? Écoutez, alors c'est compliqué d'une seule chose. Peut-être, comme toujours dans tout ce que je peux écrire, sauf peut-être dans celui-ci, c'est avec plus de force, c'est de se réinterroger sur ce qu'on fait. Il y a eu, il y a quelques semaines, un bug. Oui, oui, le fameux bug, on en parlait hier. Et toutes les personnes, à un moment, ont été confrontées à quelque chose. Vous savez, c'est comme si on enlevait un filtre, où on prenait conscience que tout d'un coup, on peut voir la vie autrement. Alors, je ne suis pas du tout un gourou de la digital détox, parce que si les gens se font du bien en regardant Instagram ou Facebook... Pourquoi pas? Mais c'est vrai, peut-être, comme je disais lors d'une conférence sur la confidentialité des données, qu'est-ce qui fait qu'irrationnellement on n'arrive pas à quitter Facebook, entre autres, où je disais, Facebook, c'est un peu comme ta mère, tu as envie de la quitter, mais tu n'y arrives pas. C'est peut-être ça que je dirais en conclusion. On va finir sur cette conclusion. Merci beaucoup, Michael Stora. Merci encore. Vanessa. À bientôt.